Alors dans cette vidéo, je vais te faire part d'un de mes retours d'expérience. Dans cette vidéo, c'est la première fois que je fais un complément de charge seul sur une centrale au CO2 subcritique. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait, mais attention, intervenir sur une centrale au CO2, ça peut être très dangereux parce qu'il faut du matériel spécifique au CO2 et il y a des procédures particulières qui sont aussi spécifiques au CO2. Le CO2, je vais en parler dans la vidéo, mais le CO2 peut être dangereux parce que déjà c'est pas un gaz inerte. S'il y a une fuite de CO2 et si tu respires le CO2, ça va t'acidifier le sang et puis bon, tu peux mourir d'asphyxie s'il y a une fuite au CO2 dans celle des machines. Et surtout avec le CO2, les pressions sont très élevées. Donc c'est plus dangereux qu'intervenir sur une centrale au R404A par exemple. Donc souvent en entreprise, quand tu fais du CO2, tu fais une formation CO2, mais sache que quand tu rentres dans une entreprise, entre le moment où tu rentres et que tu fais l'astreinte, si tu es débutant par exemple, il va se passer 2 mois. Au bout de 2 mois, tu vas monter l'astreinte, et quand tu seras en astreinte, eh bien tu auras accès à tout le parc machine, dont les centrales au CO2. Donc quand tu es appelé en astreinte à intervenir sur une centrale au CO2, que tu aies fait la formation ou pas, tu seras obligé d'y aller. C'est pour ça que même quand tu fais pas la formation CO2 dans un centre de formation, en principe, dès que tu prends l'astreinte, ton responsable d'équipe ou de secteur va t'envoyer avec un autre frigoriste faire un complément de charge sur une centrale au CO2 pour voir comment ça se passe. Et voilà, et la formation CO2, tu la feras peut-être 8 mois après être entré dans l'entreprise. Parce que tu verras que dans les entreprises, des fois, pour des choses qui sont a priori simples en première approche, eh bien ça peut prendre énormément de temps avant que ça arrive. Voilà, donc quand je fais cette intervention-là, je n'ai pas suivi la formation CO2. J'ai juste été une fois avec un collègue qui m'a montré comment lui faisait pour faire un complément de charge sur une centrale au CO2 subcritique. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tu as intérêt de prendre des notes parce que entre le moment où il va te montrer l'intervention, donc il n'y aura pas besoin de faire un complément de charge parce que lui, il l'aura fait, mais lorsque toi, tu vas être amené en astreinte à faire ton complément de charge, eh bien, il va peut-être se passer 6 mois. Moi, entre le moment où j'ai vu le gars faire et le moment où j'ai fait le mien tout seul, entre les deux, il y a eu 8 mois, donc tu as vite fait d'oublier. Hein. Et puis, quand tu es en astreinte devant ta machine, ou même sans être en astreinte d'ailleurs, tu peux être pas très frais, ça peut être assez dur à se rappeler des procédures. Donc ce que je dis dans cette vidéo, c'est une chose, et quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses ce que te dit de faire ton employeur ou ton centre de formation, ou là où tu as suivi ta formation CO2. Donc là, ce que je te montre, c'est vraiment un de mes retours d'expérience. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une vidéo, parce que déjà rien que pour moi, pour réviser certains trucs, parce que c'est pas si simple que ça. Et quand tu rentres dans une salle des machines où il y a du CO2, le port de l'oxygénomètre est obligatoire. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là, je vais faire ma première recharge au CO2 sur une centrale au CO2. C'est petit. Donc là, j'ai 2 bouteilles au CO2. Il y en a une qui fait 11,2 kg, l'autre pareil, elle fait 11 kg. Par contre, celle-là, elle est vachement plus lourde que celle-là. Donc je vais les peser et pour voir la différence de poids entre les deux là. Donc celle-là, elle fait 26,7 kg. Donc ouais, elle fait 26,7 kg pour une charge en CO2 de 11 kg. Donc ça fait une tare, là il y a marqué tare TC 15,7 kg. Alors ce premier modèle de bouteille là, de fluide frigorigène, donc à l'intérieur on a une charge en CO2 de 11 kg. La bouteille vide, donc la tare fait 15,7 kg et le poids total de la bouteille fait 26,7 kg. Donc ça, au niveau du CO2, ce sont les bouteilles les plus légères. Donc cette bouteille là, elle est bien. Par exemple pour faire des compléments de charge sur la centrale au CO2. On va le voir après, mais sur cette centrale là, lorsqu'on atteint le niveau bas, un complément de charge, c'est-à-dire une bouteille de 11 kg, eh bien c'est largement suffisant. Dans la vidéo, je vais mettre 2 bouteilles, donc 22 kg de CO2. Quoi, pas tout à fait, mais on va voir ça après. Donc à noter quelque chose d'extrêmement important avec les bouteilles au CO2, c'est comme on peut le voir en haut de la bouteille, au niveau de la coiffe, les robinets sont dans du plastique. Il y a un film plastique. Donc ça veut dire que cette bouteille sort d'usine et que la bouteille est pleine. À partir du moment où le plastique a été enlevé, ça veut dire que la bouteille a été utilisée. Et donc pour une bouteille avec une charge de 11 kg, ça veut dire qu'elle est vide. Parce qu'on va voir que les bouteilles au CO2, donc il y a encore 2 autres modèles,
et les autres modèles sont vraiment très lourds au niveau de la tare de la bouteille vide. Et donc moi je me suis déjà fait avoir une fois, je croyais que la bouteille était pleine. Parce que la bouteille était tellement lourde, mais en réalité elle était vide. Donc les petites bouteilles comme ça, lorsque le plastique a été enlevé, ça veut dire qu'elle est vide. Donc toujours prendre une bouteille avec le film plastique. Et donc ces petites bouteilles là peuvent être utilisées en astreinte dans le fourgon parce qu'elles ne prennent pas beaucoup de place. Et comme j'ai dit, sur une centrale au CO2 subcritique dans un supermarché. Donc avec une bouteille au CO2 de 11 kg là, on peut faire un complément de charge. Parce que tu verras un jour si tu vas dans une salle des machines où il y a une centrale au CO2, donc ici c'est une cascade, hein, étage positif R404A, étage négatif CO2, et bien il y a souvent beaucoup de bouteilles dans la salle des machines et ce sont des bouteilles vides. Elles n'ont plus de film plastique et donc elles ont déjà été utilisées. Et là on peut voir que celle-là, donc la charge est toujours 11 kg, 11,2 kg. Par contre le poids est de 38 kg. Donc celle-là elle commence à être vachement lourde. Celle-là elle est plus sympa à transporter celle-là. Celle-là elle est merdique, celle-là elle est lourde, elle nique le dos celle-là. Et la tare est de... La tare est de 27,6 kg. Alors cette bouteille là ce n'est pas le même modèle, donc cette bouteille là a une masse de fluide de 11,2 kg de CO2, donc on peut voir qu'il n'y a que 200 grammes en plus. Par contre la tare de la bouteille, donc c'est-à-dire la bouteille vide, fait 27,6 kg, alors que l'autre bouteille ne faisait que 15,7 kg, donc il y a une différence au niveau des tares de 12 kg, 12,1 kg, donc cette bouteille est beaucoup plus lourde, et donc le poids total de cette bouteille fait 38,8 kg, donc on approche les 40 kg, donc elle est vachement lourde, et on va voir que l'autre bouteille fait plus de 80 kg. Mais ça on la verra après dans la vidéo celle-là. Donc cette bouteille a une tare de 27,6 kg, donc 12 kg plus lourde que celle d'avant, probablement parce que cette bouteille là est en acier et que la bouteille d'avant, donc la plus légère, doit probablement être en aluminium. C'est une hypothèse que je fais, mais je vois que ça. Hein. Donc en dépannage, hein, c'est-à-dire pour les techniciens frigoristes qui font du SAV, du dépannage et donc l'astreinte, les bouteilles qui sont utilisées maintenant, c'est les bouteilles les premières là. Celle avec une charge de 11 kg et dont le poids total de la bouteille fait 26,7 kg. Et j'ai rien que manipulé celle-là pratiquement à 40 kg et celle à 26 kg, on sent la différence, elle est énorme. Surtout que quand tu es frigoriste, en tout cas en GMS, tu travailles seul. Et donc quand tu dois monter là où les bouteilles dans le camion, eh bien monter une bouteille de 40 kg dans le camion et monter une bouteille de 27 kg, bah, ça fait pas la même chose. Et donc ça permet d'un peu plus protéger son dos. Donc la recharge, elle va se faire ici. Là, ce qu'on voit, c'est le niveau de CO2. On voit qu'il y a une fuite quelque part. Je sais pas où, mais il y a une fuite. Là, on voit que le niveau, il y a encore du fluide à état liquide, mais on voit qu'il est bas là. Alors attention, lorsque je dis qu'il y a une fuite, pas forcément. Le problème de cette installation là, donc sur cette centrale donc subcritique là qui est en cascade, sur l'AVP et sur la HP, il y a des électrovannes de dégazage. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine pression, il y a des pressostats qui ouvrent des électrovannes pour dégazer l'atmosphère pour éviter que les soupapes de sécurité s'ouvrent. Le gros problème, c'est que ces électrovannes ne sont pas asservies, c'est-à-dire que lorsqu'elles s'ouvrent, il n'y a pas un historique sur la supervision qui dit que l'électrovanne HP ou l'électrovanne BP s'est ouverte. Donc des fois la centrale peut dégazer, mais on ne le sait pas. Par contre, ce que l'on va voir, c'est que le niveau a baissé. Donc soit ce sont les électrovannes qui se sont ouvertes, ou soit c'est parce qu'il y a une fuite de fluide frigorigène. Mais ça on ne le sait pas. Donc ça d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi les électrovannes sur cette centrale là, ou sur les centrales subcritiques là, donc sur des cascades, pourquoi les électrovannes ne sont pas asservies à la supervision ou à l'automate, pour au moins avoir sur l'historique à quelle heure les électrovannes se sont ouvertes. Ou en tout cas si c'est allé sur cette supervision là, on me l'a jamais montré. Donc moi je vais le remplir en passif jusqu'à ici là. De CO2, d'accord? Au moins jusqu'à ici. Donc moi je dois remplir ici. Donc comment je vais faire? Alors moi là où je bosse, pour avoir du matos c'est la galère, hein, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos. Donc ce qu'il faut là, c'est ici mettre un raccord. Et ici on met un flexible CO2 pour aller ici. Donc quand tu travailles dans des boîtes où tu travailles avec ta bite ton couteau là, où tu n'as pas de matos, et bien tu travailles avec ça là. Donc c'est un tube de cuir ou un quart que je vais brancher ici et que je vais brancher là. Le seul problème c'est que il faut faire très attention parce que ça peut être hyper dangereux. C'est que là on voit que le dujon il est mort. Donc il faut que je refasse le dujon. Cette partie là elle est bonne.
Donc ici c'est comme ça qu'ils font pour recharger, on m'a montré une fois. Le gros souci c'est que là je le vois, c'est quand tu fais du franc commercial et que tu as du CO2, bon faut pas déconner quoi, la boîte peut acheter un flexible CO2 à laisser dans le camion, ou alors dans la salle des machines, parce que là je le vois ça, franchement bosser avec ça fait clochard quoi. Donc je vais faire avec ça et je vais charger en liquide, et avant je vais refaire le Dujon. Alors j'avais d'autres sites au CO2, donc toujours du subcritique, où il y avait dans la salle des machines un flexible réservé pour cette tâche-là. Donc un flexible spécial CO2, donc un flexible qui peut encaisser, je crois, 200 bars. Donc c'est des flexibles qui peuvent encaisser des très très fortes pressions. Donc là sur cette photo, tu peux voir donc une bouteille au CO2 sur laquelle j'ai branché un flexible spécial CO2 et qui va sur une centrale au CO2 subcritique. Donc ça ressemble à ça, un flexible CO2. Et en principe, tu dois avoir ça dans toutes les salles des machines où il y a du CO2. Parce que voilà, quand tu es d'astreinte, si tu sais que tu as un flexible sur chaque installation, eh bien, tu arrives sur le site plus tranquille. Parce qu'en principe, il y a une bouteille de secours sur chaque site de CO2 pour pouvoir faire un complément de charge. Car si tu prends ton flexible de ton Mano pour le 404 ou le 134, dans la bouteille, dans la salle des machines, il fait 30 degrés. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut faire chaud. Et puis l'été, si tu as une bouteille, même à l'ombre dehors, s'il fait 34 degrés, dans la bouteille au CO2, la pression sera de plus de 70 bars. Donc dans la bouteille, on est à plus de 70 bars. Bon, le tuyau, le flexible peut éclater, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut un flexible spécial CO2. Et je rajoute quelque chose de très important. Donc comme tu peux voir, le flexible, il est noir. Donc quand tu fais du franc commercial en GMS, tu vas avoir des flexibles noirs pour les centrales, c'est-à-dire pour les pressostats des centrales. Mais ces flexibles noirs donc ressemblent aux flexibles CO2, mais il y a une très 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 grosse différence entre les deux. C'est que le flexible de centrale, il va peut-être résister, je sais pas moi, 70 bars, 60 bars. C'est marqué dessus, mais la pression, sa pression de travail est peut-être 4 fois moindre que celle du CO2. Donc vraiment, lorsqu'on doit utiliser un flexible, c'est pas la couleur qu'il faut regarder, c'est la pression qu'il y a marqué dessus. Et donc c'est un flexible qui résiste au moins à 200-300 bars. Donc c'est vraiment des flexibles spéciaux. Je tiens à le préciser, faut pas se fier à la couleur du flexible. Il faut regarder ce qu'il y a écrit dessus. Il faut un flexible CO2. Donc après, dans ce cas-là, là on me dit, donc les collègues ont demandé un flexible, ils l'ont pas eu pour X raison. Donc la méthode du pauvre, le flexible du pauvre, ça va être la méthode que je vais utiliser. C'est-à-dire qu'on va prendre du cuivre en 1/4 de pouce. Je précise aussi que sur le cuivre, il y a différentes qualité, hein. Donc il y a bon là c'est du cuivre frigorifique, qualité frigorifique, mais il y a aussi dans la qualité frigorifique, il y a aussi des cuivres, je sais plus c'est lesquels, mais aussi spécial CO2, c'est-à-dire qu'ils sont plus épais, ils sont plus résistants. Donc d'après ce qui a marqué là sur les caractéristiques des tuyaux cuivre en 1/4 de pouce, en tout cas les tuyaux frigorifiques, hein, à l'éclatement, hein, en laboratoire ça peut tenir jusqu'à 200 bars. 200 ou 300 bars. Bon, comme je vais le dire après, le point faible c'est les Dujon, parce que si le Dujon il est abîmé, bon voilà quoi, le machin il peut sortir de son écrou, tu peux le prendre dans la gueule et ça peut te tuer. Donc c'est pour ça qu'avant de raccorder, il faut contrôler les Dujon. S'ils sont abîmés, s'ils ont une sale gueule, il faut les couper et les refaire. Donc c'est ce que je fais là. À défaut d'avoir de flexible CO2, ben, je fais avec cette méthode là, la méthode du pauvre. Parce qu'en plus, faut faire gaffe que quand tu manipules le cuivre, qu'il se pince pas ou tu vois qu'il soit fragilisé quoi. Donc il faut être très très méfiant lorsqu'on utilise cette méthode là. Personnellement, je la trouve dangereuse. En tout cas, si un jour tu arrives en entreprise sur un site comme ça et que tu vois qu'il n'y a pas de flexible, il faut bosser un peu à l'arrache, donc c'est-à-dire avec un tube en cuivre, eh bien il faut pas hésiter à demander à ton employeur, c'est-à-dire à ton chef de secteur ou à ton chef d'équipe, un flexible CO2, quoi, quelque chose adapté pour faire le travail correctement et en sécurité. Après, il dit oui, il dit non. S'il dit non, tu peux lui demander pourquoi et mettre en commentaire donc sous la vidéo sa réponse. Ça peut être intéressant de savoir pourquoi. Donc là, j'ai fait le Dujon, là, je le contrôle, ça va, c'est pas dégueu. Donc après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier de faire, comme le cuivre ici, là, il a traîné dans la salle des machines, c'est-à-dire qu'il était sur un coin. Il faut pas oublier de faire, donc c'est-à-dire de le raccorder là du côté de la centrale et d'ouvrir un petit peu la vanne de droite. Donc l'ouvrir et la fermer pour faire une chasse en tenant l'autre extrémité du tuyau cuivre pour pas que le tuyau batte, pour ne pas qu'il bouge, pour enlever les saletés qu'il pourrait y avoir dans le tuyau en cuivre. Alors l'objectif c'est pour éviter de faire entrer de la merde dans la centrale. Donc ça c'est dans un premier temps et après on va voir que dans un deuxième temps bien sûr il faudra faire la purge du flexible pour éviter de faire entrer de l'humidité et les incondensables. Et je rappelle tant que j'y suis, les purges avec le R404A et le R134A
donc avec les fluides HFC, sont interdites. Avec le CO2, on peut, parce que 1 kg de CO2 dans l'atmosphère, son équivalent CO2, c'est de 1 kg. Alors que je rappelle que, par exemple, avec le R404A, 1 kg de 404 dans l'atmosphère, son équivalent CO2, c'est 3800 kg. Donc le 404A a un effet de pollution 3800 fois supérieur au CO2. C'est pour ça que le CO2, c'est un fluide frigorigène propre et que les autres, ils sont sales. Bon, on va me dire qu'il y a l'ammoniac aussi qui est propre, mais l'ammoniac, on va le trouver dans le milieu industriel ou alors en hypermarché sur la centrale positive pour de très fortes puissances frigorifiques de l'ordre de 600 à 800 kW en froid. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la centrale booster transcritique au CO2, eh bien, c'est l'avenir dans les supermarchés. Même dans le sud de la France, avec leur système de refroidissement adiabatique lorsqu'il fait chaud, on voit que ça tient et donc c'est vrai que c'est la solution la plus écolo pour un supermarché. Et aussi probablement la moins chère au niveau du fluide, parce que le fluide, le kilo de CO2, vu que c'est un fluide naturel, d'après ce que j'ai compris, c'est le moins cher de tous, quoi. Comparé au 404 et aux autres fluides, les futurs remplaçants du R404A. Donc là je le mets juste comme ça, là, je le serre pas pour le moment. Parce qu'il faut que je me raccorde ici, là, sur la bouteille, et il faut que je purge le flexible. Donc là, je vais aller me chercher mon embout de bouteille classique. Donc là, je vais prendre mon embout de bouteille là, que j'utilise pour les bouteilles et compagnie, l'embout classique. Donc là, c'est pareil, là où je bosse pour avoir des joints, c'est compliqué, quoi. Donc là, je vais mettre mon embout normal, là. Par contre, ce que je vais faire après, c'est bien le serrer. Si on le serre très fort, c'est étanche. Donc ça, je l'ai enlevé là. Je l'ai enlevé pour pouvoir bien serrer mon raccord là. Avec la camonnette, ça passe pas là et ça me casse les couilles. Donc en réalité, on n'est pas obligé de l'enlever là, cette collerette là, quoi, ce qui permet de porter la bouteille et de protéger la tête de la bouteille. Ça, je m'en suis rendu compte sur l'autre bouteille quand j'ai fait la seconde charge. Mais c'est vrai qu'avec la clé à molette, c'est pas évident à serrer, quoi. Donc dans la bouteille, 28 degrés, le CO2 là, on doit être pas mal là en pression. Donc là, je me suis raccordé ici. Donc là, j'ai mon cuir qui est ici. Je suis raccordé là, mais je suis pas serré là. Là, je suis pas serré parce qu'il faut que je purge. Il faut quand même que je serre un petit peu, mais pas trop. Parce que là, c'est mieux de travailler du matériel adapté comme le flexible CO2 qui va exprès. Alors le flexible CO2, la particularité c'est qu'il réalise des pressions très élevées, hein. C'est pas un flexible normal comme les autres. Ici c'est la vanne gaz, ici c'est la vanne liquide, c'est marqué dessus là, liquide. Il faut faire ça et le mettre comme ça. Parce que là je vais charger en liquide là, ici, donc là elle est fermée pour le moment la vanne, et je vais charger en liquide dans la bouteille liquide, sur la HP. Sachant qu'on intervient dans une salle au CO2, il faut le détecteur de O2 pour la sécurité. Hein. Voilà, j'ai ouvert la porte, je suis la machine qui est pas mal placée. Voilà, donc là je vais l'ouvrir gentiment là. Et je vais purger le flexible. Donc là, ce que tu peux voir sur la photo, le petit appareil qui est rouge, c'est un oxygénomètre. On le voit là où il y a la flèche, il y a marqué O2. Et en haut, je crois qu'il y a marqué 24 mois, donc c'est son autonomie. C'est un appareil de sécurité qui sonne dès qu'on descend sous un certain taux d'oxygène dans l'atmosphère. Car comme tu le sais, ou pas d'ailleurs, si dans une ambiance le niveau d'oxygène descend sous un certain seuil, c'est l'évanouissement direct et après, ça peut entraîner la mort. Alors il y a un truc que j'ai pas précisé, mais je le précise maintenant. En principe, lorsque l'on rentre dans une salle des machines CO2, on doit rentrer avec un détecteur de O2, même s'il y a un capteur de O2 dans la salle des machines. On ne sait pas s'il marche, on ne sait pas s'il a été contrôlé, donc il ne faut pas trop s'y fier. Donc cet appareil-là,
sonne en dessous d'un certain pourcentage de O2 dans l'atmosphère. Je crois que je sais plus si c'est 19%. Parce que dans l'atmosphère, on a 21% d'oxygène et je crois que vers 19%, on commence à avoir des malaises. Donc obligatoirement, s'il sonne, ça veut dire qu'il faut que tu sortes. Parce que si tu rentres dans une atmosphère où il n'y a pas assez d'oxygène, tu vas t'évanouir et comme tu es seul, eh bien tu vas mourir. T'asphyxies par le CO2. Donc il faut faire attention avec le CO2. Et si tu veux en savoir plus des conséquences du CO2 sur le corps humain, tu vas sur Google, tu tapes CO2 INRS, tu vas tomber sur le site, donc tu vas tomber sur la fiche toxicologique du dioxyde de carbone, donc c'est le CO2, et tu cliques sur pathologie toxicologie, et là tu vas lire que le dioxyde de carbone pénètre et est éliminé par inhalation. Il diffuse librement à travers la membrane alvéolaire vers le sang où il provoque une acidose respiratoire. Donc suivant la concentration, donc le CO2 va se mettre dans ton sang, donc même si tu sors de la salle, tu auras toujours du CO2 dans le sang, et ça peut attaquer les reins, bon, etc. Ça peut même aller jusqu'à la mort, donc tu peux lire tout le texte là de l'INRS sur la fiche toxicologique, tu verras que le CO2, il faut bien éviter d'en respirer, quoi. Bien sûr, à forte concentration, parce que je sais pas si tu le sais, mais dans l'air là actuellement, on est à 400 ppm de CO2. Mais si tu as une fuite de CO2 dans la salle des machines, tu seras pas à 400 ppm. Je mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Surtout dans les salles des machines où tout est fermé, là, dans les bâtiments là. Par exemple, moi j'ai un collègue, dès qu'il rentre dans une salle des machines, bon celle-là encore elle est ouverte parce qu'on voit ça donne sur le parking, donc il suffit d'ouvrir les portes. Mais les salles des machines qui sont dans les bâtiments, donc il y a des murs en béton tout autour, il n'y a qu'une porte pour sortir, et bien avant de rentrer, il met l'extracteur de la salle des machines en marche, parce que dans ce type de salle des machines, il y a un extracteur, c'est-à-dire un gros ventilateur sur le haut de la salle des machines qui aspire l'air. Et donc pour finir sur ce petit passage, l'INRS, c'est l'Institut National de Recherche et de Sécurité, hein. Donc c'est un organisme français, hein, c'est un truc de l'État. Et après une autre petite note, c'est pour ça que c'est bien, par exemple sur les centrales boosters, donc étage positif et négatif au CO2, de les avoir en groupe carrossé et de les mettre dehors, c'est-à-dire à l'air libre. Comme ça, quand il y a une fuite, comme par exemple une rupture de flexible ou ce genre de truc, eh bien le CO2 dégaze à l'extérieur, et même si toi tu interviens, tu n'as pas besoin d'ARI, hein, c'est-à-dire un appareil respiratoire individuel, parce que il y a des salles des machines où vraiment tout est fermé, voire des salles des machines style qui sont dans des parkings souterrains, et franchement y aller avec une fuite de CO2, une grosse fuite, par exemple sur une tuyauterie, c'est déjà arrivé à un collègue. Bon, c'est arrivé sur une centrale qui était à l'air libre, hein, une centrale carrossée donc à l'extérieur, mais ça peut être très dangereux pour ta santé. Donc là il fait chaud là, donc on est pratiquement à 28 degrés, dans 30 degrés dans la salle de machine, donc on serait à 70 bars dans la bouteille. Donc quand on charge en liquide, on n'utilise pas de manodétendeur CO2. Par contre, lorsqu'on charge en vapeur, donc sur la BP, là on utilise un manodétendeur CO2. Mais là, comme je suis en liquide, je peux y aller en direct. Pour ça, j'aime pas avoir des trucs en cube comme ça. Donc on met du 1/4 de pouce, parce que le 1/4 de pouce est censé résister à l'éclatement, je crois, à 200 bars. Mais le problème, le point faible, c'est les dudgeons là. Faut s'en méfier ça. Donc là, je vais y aller progressivement là. Donc le dégazage là, c'est-à-dire la purge du flexible, je vais le faire en phase de vapeur plutôt. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est la purge du flexible, quoi, la purge du cuivre. Donc là, ce que je fais là, c'est une petite erreur. C'est-à-dire que la meilleure méthode pour le faire, donc c'est de bien raccorder son flexible du côté de la centrale, là où la vanne d'isolement est fermée. Donc avec une clé à molette et une clé plate. Une fois que ça c'est fait, on le raccorde à la bouteille, donc on la voit la bouteille là, mais on ne le serre pas à fond. Et après, ce que l'on fait, c'est qu'au niveau de la centrale, la vanne d'isolement, on l'ouvre un petit peu pour que le CO2 en phase vapeur qui est en haut de la bouteille liquide puisse passer dans ce flexible et chasser l'air. Et une fois que ça c'est fait, donc on ouvre un tout petit peu, ça dégaze, on fait la chasse et on serre le dudgeon. Et il ne doit pas y avoir de fuite. Et une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas de fuite, que le flexible est bien serré, c'est après qu'on va ouvrir la vanne liquide de la bouteille CO2. Donc là ici, c'est pas ce que je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que au lieu de purger, c'est-à-dire de la centrale au CO2 vers la bouteille, je vais faire de la bouteille vers la centrale au CO2. C'est-à-dire que je vais serrer mon flexible du côté de la bouteille au CO2 et je vais pas le serrer complètement au niveau de la centrale. Et donc je vais ouvrir la bouteille là en phase vapeur pour purger le cuivre. Et le problème, c'est que cette méthode-là, elle est pas bonne parce qu'après, il faut serrer du côté de la centrale. Et pour serrer du côté de la centrale, il faut les deux mains parce qu'il faut utiliser une clé à molette et une clé plate. Il faut plutôt utiliser deux clés plates.
Donc là, c'est la méthode que j'ai utilisée parce que bon, je le répète, je suis débutant en foire commerciale. Et pour information, j'étais beaucoup en auto-formation là où j'étais, hein, et j'ai passé un paquet de coups de fil à mes collègues. Cette intervention-là, c'était la deuxième fois que je faisais un complément de charge sur une centrale au CO2 subcritique. Là, on voit que je le dégaze. Là, je vais le serrer. Là. Donc là, on est à 25 kg. Donc là, je l'ai serré là. Là, vous avez, bien sûr, vous avez serré avec 2 clés gentiment. Hein. Ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, donc là, je l'ai serré avec 2 clés, donc une clé de 11 et ma clé pattes, et là, je vais ouvrir gentiment là. Donc tu vois là, au niveau de la centrale, j'ai mal serré, donc il faut que je le serre, mais comme j'ai la bouteille qui est ouverte, là ce que je fais, c'est que je ferme d'abord la vanne d'isolement qu'il y a du côté de la centrale CO2, et une fois que ça c'est fait, je ferme la vanne liquide de la bouteille CO2, donc ça continue de dégazer, mais je sais que je suis protégé, et je sais que j'ai la pression qui ne viendra plus de la centrale ni de la bouteille. Et après je resserre l'écrou du dudgeon avec 2 clés parce que sinon là tu arraches tout là. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais resserrer un flexible sous pression, donc avec les vannes ouvertes, parce que s'il y a une rupture, là c'est la catastrophe. Là c'est l'accident. Donc il vaut mieux travailler en sécurité, fermer les vannes et resserrer, donc avec les vannes fermées au cas où. Flexible et tout, tu peux ouvrir à fond, ça va assez vite. Alors qu'en vapeur, il faut, ça peut prendre plus d'1 heure, quoi. C'est super long. Là. Donc là, en principe, la charge, là, en 5 minutes, elle est pliée. En tout cas pour cette bouteille-là. Ah, ben, la bouteille est déjà vide, putain, ça a pris 2 minutes, même pas, quoi. Utiliser l'autre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir gentiment pour dégazer le flexible, pour le mettre à la pression atmosphérique. Alors un truc qu'il faut savoir là, c'est que là où on raccorde le flexible, il n'y a pas de shredder, hein. Ce qui fait que le fluide rentre ou pas, c'est au niveau de la vanne d'isolement que l'on peut voir donc sur la photo au niveau de la centrale. Donc la charge de 10 kg se fait en moins d'1 minute. Donc c'est très rapide. Donc là je vais mettre l'autre bouteille. Donc là j'ai rempli en phase vapeur le tuyau là. Là je vais le dévisser légèrement jusqu'à temps que ça pisse pour purger le tube en cuivre. Hein, je rappelle, il vaut mieux utiliser un flexible fait pour. Hein. Ça c'est un peu la bricole ça. Mais bon, il y en a beaucoup qui font comme ça en foire commerciale, ils travaillent avec le peu de moyens qu'on leur donne. Donc là j'ai purgé, on ne le voit plus là, mais c'est blanc. Donc là maintenant je vais ouvrir gentiment en liquide. Donc là j'étais en vapeur, là je passe en liquide. Donc moi je suis parano là, j'y vais tout doux là. Parano. Donc là on voit qu'on est à 38.
avec ça qu'on voit le niveau là. Je vois pas trop, il faut voir où est-ce que ça gèle. Ça gèle ici là. Ça gèle ici. Là il y a le manchon de glace là, bon ça c'est avec le temps. Et voilà, donc là j'aurais chargé 20 kg là. On voit ça descend assez vite. On voit que ça descend assez vite quand même en phase liquide. J'ai déjà chargé 7 kg en 30 secondes, même pas. C'est pour ça qu'une charge en complément de charge sur du CO2, ça prend 5 minutes quoi. Alors qu'en vapeur ça prend 20 fois plus de temps quoi. Donc voilà, on est à 29 kg, 28 kg. Donc là c'est le poids de la bouteille plus le peu de CO2 qui reste au fond qu'on ne peut pas enlever à cause de la pression qu'il y a dans la centrale. Hein. Donc on est sur l'HP, là on n'aspire pas, donc sur l'HP on est à moins 5 degrés, ça fait du 29 bars, donc il reste 29 bars dans la bouteille. Alors lorsque l'on dit qu'une bouteille est vide, en réalité elle n'est pas vide. Ça veut juste dire qu'il n'y a plus de fluide frigorigène à l'état liquide à l'intérieur. Donc là dans la bouteille il ne reste que des vapeurs de CO2. Par contre ces vapeurs sont sous pression. Donc comme on charge sur la HP est à 29 bars. Donc dans la bouteille au CO2 il nous reste des vapeurs de CO2. Donc il n'y a plus de liquide et ces vapeurs sont à 29 bars. Voilà, donc la bouteille est considérée comme vide. Donc voilà. Donc là j'ai chargé 20, là je l'ai chargé en même pas une minute, hein. Ça va super vite quoi. Donc là j'ai chargé 20 kg là, le plus long c'est la préparation là. Donc là le problème qu'il y a maintenant c'est de voir où arrive le niveau de CO2. Donc il faut toucher là, donc ça c'est gelé, ça c'est gelé. Là c'est pas gelé là. On dirait que le niveau de CO2 il se situerait vers ici là. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe parce que il faut pas regarder le manchon là, parce que ça prend plusieurs jours à se former ça. Il ne faudrait pas remplir la bouteille en CO2 complètement, le mieux c'est de la remplir jusqu'à ici quoi. Bon j'ai chargé 20 kg. Je vais pas non plus y aller comme un bourrin et mettre trop de CO2 dans la centrale, hein, parce que je connais pas trop encore moi. Donc voilà, donc là je vais la laisser ici, je vais voir où est-ce que ça gèle. Là je vais changer mes deux lanières dans la chambre froide négative là. Je vois là il est 17h50, j'ai 1h40 de route pour rentrer chez moi, je suis pas rentré chez moi avant 21h, 22h. Donc en plus on est en bordel d'histoire, donc tu vois c'est ça le bout de frigorie, c'est que tu es toujours emmerdé là, faire des pannes à la con et il y en a toujours un qui se fait niquer dans le lot. Et voilà, là c'est moi. Les horaires de merde. Donc là il y a un truc qu'il faut vraiment faire attention, moi je l'ai vu là, ce que j'ai failli me faire avoir, c'est que quand tu mets ton fluide frigorigène dans la centrale au CO2 en complément de charge, eh bien il faut attendre 5-10 minutes pour voir le temps que le niveau se stabilise dans la bouteille liquide, et pour voir l'humidité en train de se geler sur le tuyau, parce que tu crois que t'as pas mis assez de CO2, puis en réalité t'en as mis assez, et si tu continues à rajouter, eh bien tu peux faire déborder la bouteille. C'est-à-dire que tu peux mettre trop de CO2 et après tu vas avoir d'autres problèmes. Surtout avec la bouteille que l'on va voir après, donc la bouteille de 83 kg, 80 kg avec la charge et la tare sur la balance, celle-là elle a quand même pas mal de fluide, et donc si tu charges avec ça, tu as intérêt de faire attention à la quantité de CO2 que tu rentres dans la centrale. Je rajoute un petit complément d'information, il faut savoir que lorsque tu fais un complément de charge sur une centrale au CO2 booster, c'est encore plus sensible parce que en haut de la bouteille il y a une sorte de trop-plein, si tu mets trop de CO2 ça déborde et ça met la centrale en défaut. Donc moi je n'ai jamais fait un complément de charge sur une centrale au CO2 booster, par contre j'ai un collègue qui l'a fait, il s'est fait avoir, et avant qu'il comprenne qu'il y avait trop de CO2 dans la centrale, surtout quand tu découvres ce type d'installation, eh bien ça met du temps avant de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que des fois quand il y a des températures trop hautes sur des installations booster au CO2, au niveau des linéaires, c'est pas forcément parce qu'il y a un manque de charge sur le CO2, ça peut être d'autres problèmes spécifiques à ce type d'installation, comme un problème sur la régulation des compresseurs de la centrale. Donc après tu as ce type de bouteilles là, ce type de bouteilles elles sont ultra méga lourdes. Ça fait 37,5 kg de charge. Donc là c'est des bouteilles pour te niquer le dos là. Moi j'ai mal au dos en plus en ce moment, c'est vraiment là. C'est là où tu vois que si tu as des problèmes de dos, il faut surtout pas faire ce métier, hein, le métier de frigoriste oublie quoi. Donc là il y a marqué 50 litres, 51,3 kg. Donc la bouteille vide, elle pèse 51,3 kg, donc d'après ce que je peux lire là, d'après la tare. Donc ce qui est marrant avec ces bouteilles là, c'est qu'elles sont tellement lourdes, c'est quand t'es pas habitué au début tu dis putain elle est pleine, non elle est vide. Donc 50 plus 37, donc tu vois 50, 60, 70, 80, donc la bouteille devrait faire 87 kg là. Donc pour la monter ça dans le camion j'en ai chez ma
elle est petite, elles sont plus sympas à manipuler. Donc je vais la mettre sur la balance pour voir vraiment combien elle fait cette bouteille. Ouais, parce que là je lis 1370. Donc à mettre, elle est vachement grande cette bouteille. Donc ça doit être hauteur de la bouteille 1m3. 51,3 kg. Donc ouais, je pense que c'est ça. Bon, bah, je vais la peser là, sur la balance. Donc là, je viens de la mettre. C'est super dur. Hein. La bouteille, elle fait 83 kg. Elle est plus lourde que moi, quoi. Moi, je fais 76 et depuis que je suis ici, j'ai plus 6 kg. En 10 mois, j'hallucine, quoi. Donc c'est là où tu vois que c'était une femme. Là, c'est chaud. Hein. Déjà, pour un mec, c'est chaud. Là, c'est même pas la peine. Donc, voilà comment on se nique le dos de ce genre de bouteille. Et encore plus si tu es pas dans une boîte qui a des appareils exprès pour manipuler ces bouteilles. Hein. Et comme tu le fais à l'ancienne, tu casses tout. Donc c'est clair qu'en dépannage, il vaut mieux celle-là. Là. Le problème, c'est que pour faire un complément de charge de ces centrales, il faut 2 bouteilles. Alors tout à l'heure je disais que la bouteille faisait 1m3, mais en réalité par rapport à ce que je disais, la bouteille fait 1m37 de hauteur. Donc on l'appelle aussi un tube de CO2. Donc cette bouteille c'est la troisième bouteille, le troisième type de bouteille. Donc on voit là où il y a la flèche, là elle est à droite de la photo. Donc on peut voir que la charge en CO2 à l'intérieur, la masse du fluide est de 37,5 kg. Donc c'est pour ça que lorsque l'utilise en complément de charge, il faut vraiment la surveiller celle-là, à la différence des bouteilles avec une charge de 11 kg. Donc on peut voir que la taille de la bouteille, donc c'est-à-dire que la bouteille vide pèse 51,3 kg. Donc c'est pour ça que quand tu manipules ce genre de bouteille quand t'es pas habitué, eh ben tu te dis putain mais elle est tellement lourde qu'elle doit être pleine cette bouteille. Et puis en réalité non, la bouteille est vide. Et donc le poids total de la bouteille fait 88,8 kg. Donc tu vois que manipuler ce genre de bouteille c'est violent. Et encore plus quand tu es seul. Et comme je te l'ai dit en fois commercial SAV, donc GMS, tu es seul. Donc il y a des techniques pour manipuler ces bouteilles là, mais tu te niques très vite le dos avec ce type de bouteille. Et même si tu as suivi la formation, gestes et postures. Parce qu'à ce niveau-là de poids, t'as beau faire tout ce que tu veux, à 88 kg la bouteille, ça casse tout quoi. D'ailleurs pour la mettre dans le fourgon, j'en ai chié. Donc on remarquera que sur la balance, la bouteille fait que 83 kg, alors qu'elle est neuve avec son film plastique. Donc il me manque 5,8 kg de CO2, d'après les informations que j'ai. Donc soit il manque du fluide dans la bouteille, ou soit c'est ma balance qui déconne. Parce qu'elle n'est pas habituée à avoir des charges aussi lourdes dessus. Donc la question que tu peux te poser, c'est quand est-ce qu'on utilise la grosse bouteille là de 88 kg, donc ce que l'on appelle le tube là. On va l'utiliser en principe que dans 2 cas. Donc le premier cas, c'est la mise en service d'une installation. Par exemple, bon, l'installation est neuve. Il faut faire une charge complète de l'installation. Et donc le gars qui va faire la mise en service, il va charger à partir de ce genre de bouteille. Mais il faut savoir que quand c'est un supermarché par exemple, eh bien il y a un camion qui vient livrer un rack avec à l'intérieur, je crois 6 bouteilles de CO2 ou 8 bouteilles de CO2. Donc il y a une grue qui lève ce rack, qui le pose, et après avec un appareil mécanique, le gars manipule ce rack de bouteilles et va le poser près de la salle des machines. Donc après il a juste à sortir la bouteille du rack, et donc comme ces bouteilles sont cylindriques, tu peux les faire rouler donc par le bas, hein. C'est-à-dire que tu la tiens et tu la tournes jusqu'à temps que tu arrives près de la centrale. Donc ça c'est le premier cas, à savoir que de ce que j'ai pu voir, ce sont les monteurs qui font les mises en service des centrales et des installations de supermarchés lorsqu'elles sont neuves ou lorsque c'est un remodeling, c'est-à-dire une rénovation à l'intérieur du magasin, des meubles, etc. Quand je dis le monteur, c'est bien sûr le chef de chantier, un monteur. Et bien le deuxième cas, ça va être par exemple en astreinte. Par exemple sur cette installation-là, tu arrives en dépannage sur cette installation-là parce que tu as pu voir que sur la supervision, il y avait un défaut central négatif. Les 3 compresseurs sont à l'arrêt et tu te rends compte quand tu arrives installer les machines que peut-être qu'un flexible a pété et donc l'installation est vide en CO2. Donc il va falloir faire une charge complète sur l'installation et peut-être que cette installation-là elle a besoin peut-être de 50-60 kg de CO2. Donc là, soit dans le magasin, comme je te l'ai dit, souvent il y a un rack de bouteilles de CO2, il en reste. Mais des fois, on a des fuites ou on a des problèmes sur les centrales et donc on recharge régulièrement au CO2. Et si l'entreprise ne suit pas, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le frigoriste va dire à l'entreprise, on arrive à un stock bas de CO2 sur le supermarché, il faut commander d'autres bouteilles. Et donc des fois, c'est pas fait à temps ou voilà. Et donc là, eh bien, tu vas appeler ton collègue d'astreinte de l'autre secteur, s'il y a plusieurs secteurs, et tu vas lui demander, parce que tu es loin, le temps que tu fasses la réparation, tu vas lui demander, est-ce que tu peux me ramener 2 tubes de CO2? Donc là, il va faire la gueule parce qu'il va falloir qu'il se trimballe, il va falloir qu'il monte des bouteilles
bouteille donc à 80 kg, donc il va devoir se trimballer 170 kg de bouteilles, et il va falloir qu'il vide un peu son camion pour pouvoir les poser à plat donc sur le sol du camion. Donc dans ce cas-là, tu vas charger avec les tubes. Après, le gars est pas arrivé à l'agence et avoir par exemple les petites bouteilles en alu, comme je l'ai dit, elles sont sympas parce que elles ne font que 27 kg. Avec la charge, 27,6 kg. Donc tu peux prendre 10 bouteilles comme ça, et c'est sûr que c'est vachement plus facile à manipuler, quoi. Mais après, ces bouteilles-là sont plus chères, donc il n'y en aura peut-être pas assez au niveau de l'agence où tu es, au niveau du dépôt. Donc là, c'est deux cas extrêmes, la mise en service et puis l'installation qui est vide parce qu'il y a un flexible qui a pété, par exemple. Et là, les flexibles qui lâchent, par exemple, ça peut arriver, c'est arrivé à un de mes collègues sur une centrale booster au CO2. Le flexible sur l'étage positif a éclaté. Donc il arrive en astreinte un vendredi soir, plus de CO2. Donc il a eu de la chance parce qu'il y avait un rack de bouteilles de CO2 à côté, il a pu charger la centrale booster avec. Sachant que la centrale booster, il faut encore beaucoup plus de fluide qu'une centrale comme on peut voir sur la photo. Donc là, on peut voir sur la photo une centrale booster au CO2 transcritique carrossée. Donc cette centrale fait le froid positif et négatif du supermarché et il faut donc beaucoup plus de fluide à l'intérieur de la centrale et de l'installation, alors que la centrale au CO2 subcritique, vu qu'elle ne fait que le froid négatif, il y a besoin de beaucoup moins de fluide. Donc si un jour tu es dans une boîte et on te dit pour faire un complément de charge sur une centrale au CO2, et bien tu passes à l'atelier et tu prends un tube, bah moi je te conseille de changer de boîte. Parce que le tube de 88 kg, c'est vraiment que pour les cas extrêmes, quoi. Après tu as les petites bouteilles là pour te préserver le dos, ça il faut dire à ton employeur, les petites bouteilles parce que voilà quoi, on n'a qu'un dos. Et puis sache que si un jour tu as des problèmes de dos, que ces problèmes de dos ne passent pas, parce que le dos c'est l'enfer, hein. Quand tu as des problèmes de dos, quand tu travailles c'est la torture, hein. Et le problème c'est que suivant le niveau de douleur et depuis le nombre de temps que tu as mal au dos, et bien il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, quoi. Une fois que le dos est abîmé, bon c'est à vie. Et donc il va se passer qu'au bout d'un moment, et bien tu risques de perdre ton boulot. Faut le savoir. Parce qu'après ton employeur ça va le saouler si tu te mets en arrêt maladie parce que t'as mal au dos, etc. Et c'est des coups à te faire licencier donc sur le temps, ou voir qu'on te pousse à la démission. Donc vraiment le dos c'est quelque chose où il faut faire hyper attention parce que quand ton dos est niqué, une fois que tu seras viré pour trouver du boulot ça va être compliqué. Ou alors il va falloir complètement changer de secteur. Et ça arrive à des frigoristes, hein, tu remarqueras que dans le froid commercial GMS il n'y a pas de vieux frigoristes. Moi je l'ai vu là où j'étais là, des mecs de 55-60 ans, j'en ai vu zéro. Et donc là tu peux te dire... ils sont où les gens là? Donc voilà, donc au niveau des bouteilles, hein, c'est vraiment le point noir de ce boulot là, avec l'astreinte, les sorties de nuit. Tu peux y laisser beaucoup de plumes, hein, au niveau de ta santé, si tu fais pas gaffe. Donc là on le voit là, je sais pas si on va le voir dans la vidéo, et là ça fait 5 minutes là, et on voit quoi? On voit que c'est givré jusqu'à là. C'est givré jusqu'à là, donc ça veut dire que tout à l'heure je le voyais pas là, mais maintenant je le vois bien. Ça veut dire que le niveau de CO2 il est ici. Donc heureusement que j'ai pas rajouté une bouteille de plus, le niveau était là tout à l'heure, on le voit encore là, la glace. Donc j'ai rajouté 20 kg, donc 10 aurait été là, et 10 là. 20 kg de fluide, et là c'est pas mal là. Donc il doit y avoir une fuite quelque part cette centrale, quoi, sur l'installation, mais après pour la trouver c'est chaud. Trouver les fuites sur le CO2 c'est pas évident quoi. Trouver les fuites d'ailleurs c'est pas évident tout court, mais là c'est pire. Bon donc là c'est bon, là je vais ranger mes petites bouteilles, là je vais remettre les coiffes là pour les protéger. Et celle-là je vais la mettre dans un coin là. Au moins si un jour un mec doit venir d'astreinte, il aura une recharge et demie. Donc ça c'est des bouteilles vides. Bon ben voilà, là je vais démonter là. Je vais remettre le bouchon, là c'est fermé. Là on voit que le niveau de fluide en réalité, j'ai mis 20 kg là. J'ai l'impression qu'il monte jusqu'à là, hein. Parce que là ça gèle. Là ça gèle. C'est pour ça qu'on met du fluide, après il faut attendre au moins 5-10 minutes pour voir un petit peu jusqu'où ça monte là. Parce qu'on croit qu'on en a pas mis beaucoup, puis en réalité on en a mis. Et en réalité on en a mis pas mal. Je vois que le niveau de fluide il arrive là. Pratiquement en haut de la colonne là. Parce que là sur le CO2, je rappelle qu'il n'y a pas de voyant, hein, parce que la pression est trop forte là. Et donc on voit le niveau de CO2 par rapport au givre qui est sur ce tuyau là. C'est un moyen direct de voir le niveau du fluide dans la bouteille liquide. Donc là on sait ici là. Donc, le niveau est vachement haut là. Mais bon, c'est ce qu'il faut, il y a une fuite, donc en plus
Donc là, ce que l'on peut voir sur la photo, c'est un mano détendeur. On peut le voir sur le mano de gauche, on peut monter jusqu'à 230 bars maximum au niveau de la bouteille. Et sur le mano de droite, on peut voir qu'on peut régler la pression jusqu'à 60 bars. Donc je dis que c'est un mano détendeur azote parce que souvent on utilise ces mano détendeurs sur l'azote. Mais dans une salle des machines au CO2, on peut trouver un mano détendeur, donc je pense qu'il est pour les bouteilles au CO2, parce que il y a une autre méthode pour recharger une centrale au CO2, c'est par le biais de la BP. Donc la méthode que j'ai utilisée là, c'est par la HP, parce que je charge en liquide. En liquide, une charge de 10 kg, un complément de charge de 10 kg, ça prend 40 secondes. Une fois que bien sûr tout est raccordé, jour, en 40 secondes c'est plié. Il y a l'autre méthode, par le biais de la BP. Car comme je l'ai dit, des fois, on peut avoir des racks de bouteilles CO2 dans le magasin. Donc on le voit surtout sur les magasins où les centrales sont à l'étage. Les centrales sont en hauteur, les centrales au CO2 sont en hauteur. Eh bien, il va y avoir un petit tube en cuivre qui va aller du rack de CO2 jusqu'à la salle des machines de la centrale. Donc le frigoriste arrive, en principe dessus ou à côté il doit y avoir le mano détendeur, il branche le mano détendeur sur la bouteille au CO2, donc comme j'ai dit la bouteille au CO2 s'il fait 30 degrés on sera à plus de 70 bars. C'est pour ça que sur les bouteilles au CO2 lorsqu'on veut charger en vapeur on est obligé de mettre un mano détendeur, c'est un peu comme une bouteille d'azote. En sortie de ce mano détendeur il le branche sur ce petit cuivre et après il va dans la salle des machines, il prend un flexible et il raccorde le cuivre sur son manomètre. Donc il peut aussi avoir un mano CO2, dans les salles des machines des fois il y en a. En tout cas sur les centrales boosters c'est obligatoire, il vaut mieux en avoir un. Et donc après il raccorde son mano aussi sur la centrale au CO2. Sur la BP, peut-être qu'il se raccorde sur les vannes de service, bon faut voir un petit peu la gueule de la centrale. Et après il tire au vide l'ensemble. Mais je veux dire par là que là il va charger la centrale au CO2 en phase vapeur. Donc moi je l'ai jamais fait, mais j'ai un collègue qui l'a déjà fait et il me disait que ça prenait un temps interminable. C'est-à-dire que pour faire le complément de charge, il fallait plusieurs heures. Oui, parce que tu remarqueras, c'est ce qui choque la première fois qu'on voit une centrale au CO2, c'est que les compresseurs sont tout petits. On dirait des petits compresseurs pour du froid monoposte. Alors que quand tu vas dans un supermarché de la même taille, quand tu vois la centrale négative, les compresseurs à piston, ils sont quand même beaucoup plus balèzes, quoi, ça n'a rien à voir. Donc les compresseurs au CO2, ils aspirent pas beaucoup, quoi, ils ont des petits volumes d'aspiration. Donc c'est pour ça que ça met aussi beaucoup de temps. Donc quand tu es en astreinte, un des ennemis c'est le temps. Et donc tu imagines bien que si un complément de charge peut être fait en 40 secondes, et si l'autre méthode doit prendre 2 heures, bon, tu charges en liquide. C'est pour ça que là où j'étais, tous ceux qui faisaient des compléments de charge sur le CO2, c'était toujours en phase liquide. Parce que si tu es d'astreinte, je sais pas moi, tu sors d'astreinte le soir à 20h pour faire un complément de charge, tu vas pas rester à attendre jusqu'à 23h. Tu vas le faire en liquide, c'est obligé quoi. Voilà, d'où l'importance des petites bouteilles de 27 kg. Parce que moi là, je me suis trimballé une fois la bouteille là qui fait plus de 40 kg, quoi, qui fait 40 kg, je crois qu'elle faisait même un peu plus celle-là. J'ai dû la monter à un étage. Par le biais des escaliers, putain j'en ai chié ma race, j'étais fou quoi. Tu vois c'est le genre de truc que tu le fais une fois, 2 fois, la 3e fois tu poses ta démission, tu te casses et tu vas travailler dans une boîte qui travaille un peu mieux. Donc bon après ça il faut le vivre le soir dans la galère, la merde là, en train de péter un plomb là. Donc sache qu'on peut charger par le biais de la BP sur une centrale au CO2, mais c'est ultra méga long. Et donc on préfère largement charger en liquide, surtout quand on est en astreinte et qu'on a le téléphone qui nous agresse là, et il faut aller quand même relativement vite quoi. Donc là avant de partir sur la BP on est à 10 bars 5 à moins 36, donc c'est bon. Et sur la HP on est à moins 5 à 30 bars, c'est bon. Et sur la centrale positive, on est sur la HP on est à 43 degrés, dehors il fait 32 degrés, c'est bon. Et moins 11 sur le positif. Et moins 11 sur la BP. Donc là le niveau de CO2 il est là quoi. On voit la glace qui se forme là. Ça s'arrêterait vers ici là. Donc là j'ai changé mes lanières dans ma chambre froide négative, donc bon ça m'a pris un certain temps, donc là je reviens dans la salle des machines pour voir un petit peu où en est le niveau de fuite frigorigène au niveau de la bouteille liquide de la centrale au CO2. Donc là tout est stabilisé, je vois que tout compte fait, je n'ai pas trop chargé la centrale, donc là je suis bien. Et donc là après je fais le papier et je m'en vais. Donc voilà pour mon retour d'expérience. Si jamais tu as déjà travaillé sur ce type d'installation et si tu as envie de partager ton retour d'expérience, c'est-à-dire comment tu interviens sur ce type de centrale, eh bien écoute, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo, bien sûr en restant de manière anonyme au niveau des sites et de ton entreprise, on n'a pas besoin de savoir ça. Et je rappelle une dernière fois, quand tu interviens sur une centrale au CO2, donc ça passe par avoir les manos CO2, les flexibles CO2, parce que le CO2 ça peut être potentiellement très dangereux. Donc attention à ça. D'ailleurs, comme l'électricité, toute intervention dans une armoire électrique peut être potentiellement très dangereux.
Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à bientôt pour une prochaine vidéo.